Burkina Faso, un détachement militaire basé à Tongomael, dans le nord du pays, a été la cible d'une attaque djihadiste. Le bilan provisoire fait état d'un blessé grave et de 5 disparus. Au Nigeria, plusieurs personnes liées à la cybercriminalité sont tombées dans les mailles de la police. C'est à l'issue d'une opération menée de main de maître par les agents de la Commission des crimes économiques et financiers. Au Cameroun, l'opération d'inscription sur les listes électorales débutée en janvier 2019 a été bouclée ce 31 août. C'était une séance de rattrapage pour des citoyens n'ayant pu s'inscrire sur les listes. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA que nous ouvrons par le Cameroun où l'opération d'inscription sur les listes électorales débutée en janvier a été bouclée ce 31 août comme le prévoit le code électoral. C'est une séance de rattrapage exceptionnelle pour des citoyens n'ayant pu s'inscrire sur les listes électorales. Les listes vont être apurées et mises à jour donc pour les futures élections. C'est un reportage de Narcisse Oum, notre correspondant sur place. Ils sont nombreux à avoir attendu 8 mois pour se faire inscrire sur les listes électorales au Cameroun. Dans la région du littoral, avec ses 34 arrondissements, plus précisément à Douala, ils bravent en ces dernières heures des bouchons et des bousculades pour se faire inscrire. Je m'inscris à ce moment de façon un peu tardive, c'est vrai, parce que là j'ai décidé de vraiment faire valoir ma voix. Dans cette très stratégique région, dont relève la capitale économique du Cameroun, comme partout ailleurs, le manque d'empressement de certains potentiels électeurs a créé un surcroît de travail de derniers instants aux équipes d'Election Cameroun, organisme en charge des inscriptions. Mais la moisson n'est pas décevante, à en croire le délégué régional d'Election Cameroun. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà pratiquement dans les 100 000 inscrits. Et cela est conforme à nos projections de départ. Nous avions fixé le cap à 100 000 inscrits parce que nous souhaitions faire mieux que l'année dernière, 2018. Tout n'a pas été rose, à en croire le délégué régional du littoral d'Election Cameroun. Il y a des acteurs politiques qui ont choisi d'avoir un discours très équivoque, un discours quasiment décourageant. Qui a d'ailleurs fini de décourager certains sceptiques. Pour y parvenir, les équipes de l'Election Cameroun ont été épaulées dans quelques arrondissements de la ville de Douala par le mouvement 11 millions que dirige Cabral Libi. À noter, le droit de vote est réservé aux Camerounais ayant au moins 20 ans. Mais nombre de personnes s'inscrivent du jeu électoral pour diverses raisons, telles que la religion ou encore les soupçons de non-transparence. Au Nigeria, plusieurs personnes liées à la cybercriminalité sont tombées dans les mailles de la police. C'est à l'issue d'une opération menée de main de maître par les agents de la Commission des crimes économiques et financiers avec l'appui du Bureau fédéral d'investigation américain FBI. Plus de précisions avec notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. Le président par intérim de la Commission des crimes économiques et financiers au Nigeria, IFCC, Ibrahim Magou, a déclaré que le Nigeria était l'un des pays les plus vulnérables au monde. 80 suspects pour la... Tous les matins, Le président par intérim de la Commission des crimes économiques et financiers au Nigeria, IFCC, Ibrahim Magou, a déclaré que le Nigeria était l'un des pays les plus vulnérables au monde. 80 suspects, pour la plupart des Nigérians, auraient été impliqués dans des crimes ayant fait l'objet d'une enquête du Bureau fédéral d'investigation FBI aux États-Unis. Dans la semaine écoulée, le patron de cette commission, Magou, lors d'une conférence de presse à Ibadan, dans l'État d'Oyo, a déclaré que la collecte des données volumineuses faisait partie des activités menées en collaboration avec l'IFCC et le FBI pour faire en sorte que des éléments criminels soient exposés et rendus publics. Les journalistes présents à l'événement ont été pris de court quand Ebelo, le chef de la section d'Ibadan, leur a expliqué les relations complexes entre les Yahoo Boys locaux et leurs collaborateurs criminels offshore. Selon lui, l'exploration de données visant essentiellement à établir toute forme de relation que les inculpés puissent entretenir avec des suspects basés au Nigeria et la manière dont cela pourrait contribuer à renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière dans le pays.
Il a ajouté que certaines des informations recueillies précédemment avaient conduit à l'arrestation de nombreux fraudeurs sur Internet, ajoutant que l'un des piliers avait été arrêté lors d'un récent raid à Ado-Ekiti dans l'état d'Ekiti au sud. Adjaï sert de conduit par lequel les produits du crime atteignent les membres du syndicat, a-t-il déclaré. Au Burkina Faso, un détachement militaire basé à Tongo-Mael, dans le nord du pays, a été en fin de semaine écoulé la cible d'une attaque djihadiste. Le bilan provisoire fait état d'au moins un blessé grave et de 5 disparus. Reportage. L'armée burkinabé à nouveau sous les coups de feu nourris des djihadistes. La cible cette fois-ci, le détachement militaire de Tongo-Mael, près de Djibo, chef-lieu de la province de Soum. Face à la riposte foudroyante, les assaillants auraient trop tôt été repoussés. Un ratissage de la zone a été mené. Mais le mal a été fait. Selon un bilan provisoire, au moins un soldat a été grièvement blessé au cours de l'attaque et 5 personnes sont portées disparues. Depuis 4 ans et demi, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence attribuée à une douzaine de groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Début 2015, à ce jour, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du pays, auraient fait plus de 500 morts. Cible favori ces derniers mois, l'armée burkinabé. Le 19 août, l'attaque contre un détachement militaire à Koutougou, dans le nord du pays, a fait, à elle seule, 24 morts et 7 blessés, soit l'assaut djihadiste le plus meurtrier contre les hommes en uniforme. Les forces de défense et de sécurité semblent incapables d'enrayer les attaques. Pour renforcer les rangs de l'armée nationale, le ministère burkinabé de la Défense a récemment lancé une campagne de recrutement exceptionnelle de 500 militaires sur l'ensemble du territoire. Une approche salutaire, dit-on, mais pas suffisante pour endiguer le mal. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a visité samedi un camp de transit des ex-rebelles démobilisés. Nous étions là en République démocratique du Congo. Il en a profité pour lancer un appel à la paix. Depuis les élections de décembre 2018 en République démocratique du Congo, 900 rebelles ont déposé les armes dans ce centre de désarmement de Muningi, au nord de la ville de Goma. Une démarche très appréciée du secrétaire général des Nations Unies qui a lancé un appel au reste de combattants à faire pareil. J'ai entendu des témoignages poignants de gens qui vivaient dans la brousse, dans l'illusion que, étant dans un groupe armé, ils pourraient avoir une vie meilleure. Bon, la vérité, c'est que c'est une vie tragique, une vie sans futur. Et mon appel à tous les combattants des groupes armés qui sont encore dans la brousse, c'est qu'ils puissent aussi se présenter, qu'ils puissent aussi venir dans un centre comme celui-là et qu'ils puissent penser à une nouvelle vie en paix dans leur communauté d'origine et en se réintégrant d'une façon harmonieuse dans la société. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite en RDC, s'est aussi rendu à Beni où la chasse aux rumeurs est un combat sans fin dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. En début d'année, des centres de traitement d'Ebola ont été attaqués par des groupes non identifiés à Butembo et Katoa, entraînant une flambée de nouveaux cas. Jusqu'à ce lundi, le patron de l'ONU va aussi écouter les attentes des nouvelles autorités congolaises concernant l'avenir de la mission des Nations Unies au Congo à 4 mois du renouvellement de son actuel mandat. Justement, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs centaines d'ex-rebelles démobilisés se sentent délaissés par les autorités. Ils estiment que le gouvernement du pays les a oubliés complètement et demandent aujourd'hui du soutien au moment où le secrétaire général Antonio Guterres effectuait sa visite dans le pays. On écoute un extrait. Certains d'entre nous sont des ex-rebelles d'AFDL, d'autres du groupe rebelle RCD, d'autres des Maïmaï. Ils sont tous des démobilisés. Ici, nous comptons 550 démobilisés qui se trouvent dans la localité de Saké. Nous demandons que ce gouvernement nous prenne en charge. Si nous avons patienté toutes ces années-là, c'est parce que les autorités nous ont trompés en disant qu'elles viendraient construire des maisons et nous donner de l'argent pour pouvoir réintégrer la vie sociale. Nous voulons que l'État nous aide pour que nous soyons sur le même pied d'égalité que les autres.
On nous a donné des vélos tout-terrain et ils nous ont rien donné de plus comme il avait été convenu pour notre prise en charge. Nous nous demandons ce que l'État pense de notre situation. Nous les démobilisés. Au Soudan, le procès de l'ancien président Omar el-Béchir, destitué et arrêté par l'armée en avril après 30 ans au pouvoir, se poursuit. Il a été inculpé samedi déjà par un tribunal de Khartoum de possession illégale et d'utilisation frauduleuse de fonds étrangers. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Les images. Le président soudanais déchu Omar el-Béchir encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de fonds étrangers et jusqu'à 3 ans pour des transactions illégales effectuées. Le procès de l'ancien président s'est ouvert le 19 août dernier et il fait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Le juge a précisé que les autorités ont saisi à son domicile 6,9 millions d'euros, 351 770 $ et 5,7 millions de livres soudanaises, illégalement entrées en sa possession et utilisées. Samedi, l'ex-président s'est expliqué devant le tribunal. Évoquant l'envoi de 25 millions de dollars, il a expliqué comment son chef de cabinet avait reçu un appel du bureau du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, qui disait qu'un message allait arriver à bord d'un jet privé. Selon lui, le prince saoudien ne voulait pas que son nom apparaisse dans les transactions, ce qui explique pourquoi les fonds n'étaient pas déposés à la Banque du Soudan ou au ministère des Finances. Les 25 millions de dollars n'auraient pas été utilisés à des fins personnelles, mais en tant que dons à des hôpitaux et des universités et pour importer du blé. Les avocats de l'ex-président ont indiqué qu'ils présenteraient des témoins à la barre et des preuves de son innocence à la reprise du procès le 7 septembre prochain. En Tunisie, l'instance chargée des élections a présenté samedi une liste finale de 26 candidats pour la présidentielle anticipée du 15 septembre qui permettra d'élire un successeur au chef de l'État décédé, Bédi Caïd Essebsi. Plusieurs figures de la vie politique tunisienne, dont le Premier ministre Youssef Chaïd, figurent parmi les candidats. Reportage. 26 candidats participeront à l'élection présidentielle du 15 septembre prochain en Tunisie. C'est ce qu'a déclaré samedi le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections lors d'une conférence de presse dans la capitale Tunis. 3 figures de la vie politique, le Premier ministre Youssef Chaïd, le président par intérim du Parlement Abdel Fattah Mourou et l'ex-ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi figurent parmi les candidats. L'instance chargée des élections a également validé la candidature de l'homme d'affaires et mania des médias Nabil Karoui, détenu depuis le 23 août dernier après avoir été inculpé de blanchiment d'argent. Tant qu'il n'y a pas de décision juridique qui prive quelqu'un de présenter sa candidature à la présidentielle, il a le droit de le faire. Et nous avons 26 candidats qui bénéficient de tout leur droit de présenter leur candidature à la présidentielle. Et vous pouvez remarquer que leurs noms ont été insérés à la liste primaire. Aujourd'hui, nous avons annoncé qu'ils sont définitivement candidats à l'élection présidentielle. Seules 2 femmes figurent parmi les 26 candidats. L'instance supérieure indépendante pour les élections avait déjà approuvé ces 26 candidatures et en avait écarté 71 au terme de l'examen préliminaire des dossiers le 14 août dernier. Initialement prévue en novembre, l'élection a été avancée à la suite du décès fin juillet du président Bédi Caïd Essebsi. La campagne électorale, qui se déroulera du 2 au 13 septembre en Tunisie, a déjà commencé samedi à l'étranger. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA.